On a fait le choix donc de vous lire cette nouvelle dans son entièreté. Vous allez entendre le texte intégral qui fait 9 pages. On avait envie de vous le faire découvrir et de vous le faire entendre en entier parce que c'est ce qu'on va proposer d'entendre au plateau, quand on passera au plateau. Camille Cardellan, Jeanne François et Paul Vernin. Et ensuite, on viendra vous raconter un petit peu ce qu'on imagine faire avec ce projet autour de ce texte. Commençons donc par les coupelles de glace qu'elle rapporta de la salle à manger à l'étroite cuisine un dimanche soir, alors que la famille, rassasiée, était encore assise autour de la table recouverte d'une nappe en dentelle et que la fumée de la cigarette de son père commençait tout juste à se diffuser dans l'air, encore riche de l'odeur du rôti, des pommes de terre sautées, des navets, des carottes et des haricots verts, des biscuits et du parfum que sa mère et ses sœurs ne mettaient que le dimanche. Commençons par les coupelles de glace, qu'elle rapporta deux par deux, parce que c'était le beau service, décoré de roses sans feuilles et liserés d'or. 2 coupelles à la fois, avec les cuillères en argent dedans, rapportées prudemment et posées avec précaution sur l'égouttoir, à côté de l'eau savonneuse où les assiettes du dîner avaient déjà été mises à tremper, puisque sa mère croyait beaucoup aux vertus du trempage, qu'il s'agisse de laver les enfants, la vaisselle, les vêtements ou les âmes. Mettre à tremper le corsage taché, le genou écorché, le péché, en les envoyant dans leur chambre avec un chapelet entier à réciter à genoux et toute une heure pour le faire. C'était la plus jeune des 6 enfants, la 3e fille. Et puisque les garçons étaient dispensés et que la cuisine était trop petite, disait leur mère, pour que 2 sœurs s'y tiennent ensemble, elle était seule chargée de cette dernière tâche consistant à débarrasser les coupelles de glace. Commençons donc. 2 par 2. Elle prit les bols, tandis que les autres restaient assis, rassasiés, ramollis, abrutis par la nourriture, et qu'elle-même sentait son ventre boudiner dans sa belle robe à présent serrée à la taille, sentait ses jambes alourdies par tout ce qu'elle avait mangé. Le dîner du dimanche était le seul repas pris avec leur père, qui cumulait 2 emplois pour pouvoir les nourrir tous, ainsi que leur père et mère le présentaient invariablement. Et l'abondance des mets sur la table semblait la preuve insolente de ce qu'apportaient leurs parents, de la longue semaine de labeur paternel. Ils mangeaient toujours trop au dîner dominical. Et il y avait toujours un dessert. Une tarte, le premier dimanche du mois. Un gâteau, le dimanche suivant. Puis de la glace. Et enfin de la compote, un dimanche après l'autre, et toujours dans cet ordre. Pour elle, la glace était l'apogée. La compote, l'abîme, dont elle devait sortir chaque mois en passant par la tarte, tout sauf un progrès quand elle était aux fruits secs. Un léger mieux quand elle était aux myrtilles, puis le gâteau toujours jaune à cause des œufs et saupoudré de sucre glace, avant de revenir enfin à la glace, achetée ou faite maison, peu lui importait. À elle, qui s'entendait dire une fois par mois qu'une dame en prend une petite cuillerée, l'avale et en prend une autre. Elle ne surcharge pas la cuillère pour ensuite la faire aller et venir dans sa bouche en examinant la forme sculptée par ses lèvres après chaque passage. Une dame ne tient pas à montrer sa langue à la table du dîner.
Elle ramassa les coupelles avec précaution et les emporta 2 par 2 dans l'étroite cuisine. Elle en posa une sur l'égouttoir, prit la cuillère dans l'autre et, jetant comme toujours un coup d'œil par-dessus son épaule, la lécha, l'intérieur et le dos, puis leva la délicate coupelle jusqu'à son menton et la lécha aussi. Lécha les roses sans feuilles et les espaces pâles entre elles, à grands coups de langue, d'un bord ourlé d'or à l'autre, avant de faire un tour par le milieu. Reposa la coupelle et prit doucement la suivante. 2 petites gouttes crémeuses lui tachetaient le nez et les joues. À la vanille ou au chocolat, à la pêche ou à la fraise, elle préférait la fraise parce que ses frères et l'une de ses sœurs laissaient toujours les gros morceaux de fruits. Elle essuyait le bout collant de son nez avec la base de sa paume, qu'elle léchait aussi. Puis, retournait dans la salle à manger chercher les 2 coupelles suivantes. Oh, c'était bon. Aussi bon que le contenu entier du bol, rempli quelques minutes plus tôt par son père en bout de table, puis passé de main en main par ses frères et sœurs avant d'être posé devant elle. Extrapolons donc de ce rituel d'enfance. Non pas qu'il ait pris fin lorsqu'elle en était sortie. Extrapolons donc de ce rituel son problème de canapé. Problème sur le canapé aurait été plus exact, comprit-elle plus tard, quand son sens de l'humour s'étendit à ces sujets dont, à l'époque, on ne plaisantait pas. Mais une telle précision était bien la dernière chose que sa famille aurait cherchée, surtout pas dans ce domaine. Son problème de canapé, l'appela-t-on. Sa mère, rentrant dans ce qui aurait dû être un appartement désert, si la chaudière de l'école n'était pas tombée en panne et que le prêtre ne les avait pas tous renvoyés chez eux, et la trouvant là, avec le garçon de l'appartement du dessus, assise, tout près de lui, sur le canapé, les joues empourprées, aussi colorées que des roses sans feuilles, et la bouche, pareille à une rose ouverte et vitreuse, sa mère qui lui avait fait savoir, une fois le garçon reparti furtivement, qu'elle n'était pas née de la dernière pluie. Dieu du ciel! 14 ans, était-ce un âge pour commencer ce genre de bêtises, et heureusement que le lendemain était un samedi et que les confessionnaux seraient ouverts à l'église. Elle avait eu le temps de tremper dans un bon bain de récrimination toute la soirée et jusqu'au samedi après-midi, où elle avait fini le rosaire prescrit par le prêtre, n'en émergeant qu'à l'église le dimanche matin, quand elle revint de la communion et que sa mère accrocha et soutint son regard. Un dimanche à compote, sans aucun doute. La fois suivante, c'est sa sœur aînée qui la trouva sur le canapé, avec son amoureux du lycée, de nouveau en plein après-midi. Leur mère devenue veuve était partie au bureau où elle travaillait désormais. De nouveau, en plein après-midi. Les 4 premiers boutons de sa robe défaits, exposant le haut en dentelle de sa combinaison rose pâle. Ensuite, moins d'1 ou 2 mois plus tard, la même sœur les trouva avec un autre garçon, la tête posée dans son giron. Il lui caressait la jambe en mouvement de va-et-vient de la cheville au genou. Puis, il y eut ce samedi soir, pendant la guerre, où l'aîné de ses frères, trop ivre pour retourner chez lui auprès de sa jeune épouse, rentra sans prévenir et la trouva allongée sur le canapé, dans l'étreinte d'un aspirant qui, c'était évident malgré leur hâte à rajuster leurs vêtements, avait les doigts entremêlés dans sa jarretière. Il y avait des boutons défaits, cette fois encore, tout comme le jour où elle fut espionnée par sa deuxième sœur, celle qui ne s'était jamais mariée, mais qui, vous pouvez en être sûr, ne perdit rien du spectacle.
un marine cette fois, dont la bouche, pour le dire en termes délicats, était là où aurait dû se trouver son corsage, tandis qu'elle-même avait les mains fourrées dans les cheveux du jeune homme comme pour le maintenir là, ce qui lui valut un tel sermon sur son problème de canapé qu'à la fin, même sa mère en vint à dire qu'après tout, c'était la guerre. Plus tard, sa meilleure amie suggéra en plaisantant qu'elle aurait peut-être envie d'emporter ce canapé pour sa nuit de noces, et conclut en plaisantant toujours à la naissance de son fils, 9 mois et 1 semaine plus tard, que ce vieux canapé ne lui avait pas trop manqué, finalement. 7 enfants naquirent. Le premier, suivi, et tous les autres précédés par une fausse couche. Si bien qu'il y eut 13 grossesses en tout. Chaque perte pleurait si intensément que son mari et sa mère lui déconseillaient toujours de réessayer. Et chaque naissance, célébrée par une fête de baptême qui remplissait la petite maison, rendue plus exiguë encore par l'énorme canapé fleuri, les chaises à haut dossier et les lampes tarabiscotées qu'elle avait choisies jeune mariée, et débordait sous le porche et dans la cour étroite, où l'on dansait si le temps le permettait. Un électrophone placé derrière la moustiquaire de la fenêtre de la cuisine et des disques passaient pendant tout le long après-midi et jusque dans la soirée, on la voyait là, après le départ du dernier invité, le bébé sur l'épaule et peut-être un autre enfant sur la hanche, dansant sur un air de Sinatra lent, réticent et mélancolique. One for my baby and one more for the road. Du rouge à lèvres et de la poudre sur la robe de baptême, ce soir-là, ainsi que l'odeur de la fête elle-même, fumée de cigarettes, parfum et cocktail dans son haleine. C'était le genre de mère toujours en train de frotter les joues de ses enfants d'un doigt humide pour retirer les traces roses de ses propres baisers. Toujours en train de s'arrondir avant la naissance suivante. Des enfants sur ses genoux et ses bras qui les enveloppaient même après que leurs membres étaient devenus plus longs que les siens. Les garçons, en un rien de temps, qui la soulevaient de terre lorsqu'elle les prenait dans ses bras. Elle avait 46 ans quand elle donna naissance au dernier. Et il avait 18 ans quand, de retour de l'université un week-end, il comprit pour la première fois de sa vie ce que signifiaient les soupirs et l'agitation en provenance de la chambre de ses parents ce samedi matin. Il fit un rapide calcul de leur âge pour s'assurer qu'il ne se trompait pas, puis songea « Encore ?» Pendant le reste du week-end, il imagina des façons de les taquiner à ce propos, mais ne put se résoudre à dire quoi que ce soit, sachant fort bien que même l'allusion la plus anodine à ce qui lui passait derrière la porte de leur chambre pourrait lui valoir une taloche de la part de son père, ou pis encore, risquait de lui faire monter le rouge aux joues bien avant de réussir à susciter le moindre éclat de gêne sur les leurs. Et il y eut ce Noël, quelques années plus tard, où l'un d'eux avait offert à leurs parents une compilation nostalgique de musique des années 40. Et en écoutant Bing Crosby chanter de sa voix basse et endormie « Kiss me once and kiss me twice and kiss me once again », leur mère n'avait-elle pas dit devant tout le monde « Si vous n'éteignez pas ça, je vais devoir trouver un endroit pour être seule avec notre père ». Ses frères et sœurs, et lui, à présent très averti en matière d'amour et de sexe, en était resté abasourdi, calculant sans doute 71, 72. Encore ? Écho du problème du canapé. Elle prit la main de son mari, qui vivait alors ses derniers jours, et déboutonna son corsage
sans paraître se soucier le moins du monde de ce qui la voyait. Médecin ou infirmière, fils ou fille ou petit enfant, ou même la sœur aînée qui ne s'était jamais mariée, mais n'avait pas pu s'empêcher de dire dans la salle d'attente « Enfin, tout de même !» La main de son mari posée sur son sein, elle se penchait par moments vers lui pour lui parler tout bas, même quand il n'était plus en mesure d'entendre quoi que ce soit, effleurant de ses lèvres ouvertes à la fois le sparadrap qui maintenait l'appareil respiratoire dans sa bouche et sa joue hérissée de barbe grise. Prenant de l'embonpoint durant son veuvage, bien qu'elle fût la première à admettre qu'elle n'avait jamais été ce que l'on qualifiait de mince, elle fit des voyages en car, avec des groupes de retraités, des veuves pour la plupart, même s'il y avait parfois un homme ou deux. Ne manquant la visite d'un musée, une excursion pour admirer les feuilles à l'automne, ou un déjeuner avec cocktail, dans tel ou tel site historique ou auberge de campagne, que s'il y avait un petit enfant à garder. Elle n'avait pas sa pareille. Ses propres filles s'extasiaient. Qui, à part maman, aurait la patience pour rester assise pendant des heures et des heures, un bébé souffrant de coliques sur son épaule, ou un bambin épuisé sur ses genoux, à parler ou chanter. Elle racontait des histoires sans queue ni tête, plus des sons que de la substance, ou chantait tous les airs d'un répertoire constitué au fil d'une vie entière, allant des Beatles à de vieux cantiques, et réussissait à hypnotiser les enfants. Ses fils et ses filles en étaient sûrs, jusqu'à les plonger dans le sommeil, ou parfois seulement dans une hébétude béate, blottie sous son bras ou sous son menton, tandis que les secondes, les minutes, puis les heures s'écoulaient, que les bandes de lumière d'été ou d'hiver, de fin d'après-midi ou de début de matinée se déplaçaient sur eux, traversaient toute la longueur de la pièce, sans que ni l'un ni l'autre, adulte ou enfant, ne semble avoir vu le temps passer. Mais jetez un coup d'œil dans votre friseur après son départ, se disaient les sœurs entre elles et s'en ouvrant aussi à leur belle-sœur préférée. Un pot de 4 litres, presque entièrement mangé, ou dans lequel elle n'a laissé qu'une cuillerée pour ne pas devoir le jeter dans la poubelle et se trahir. Mais on ne lui reproche pas de se servir, disait-elle, mais à son âge, il y a la question du poids. Elle doit se surveiller, elle doit surveiller son poids, et puis il y a tout ce que ça cache. De quoi se nourrit-elle quand elle est seule ? Seule, dans un appartement à présent, depuis la nuit où un intrus s'était faufilé sous le porche et avait cassé la fenêtre de la cuisine pour repartir avec son sac à vin, le téléviseur portable et la ménagère en argent du salon qui avait appartenu à sa mère, elle léchait du chocolat sur le dos d'une cuillère, du sorbet, du gelato, du granité, de la glace, bien sûr. Elle raclait les parois du pot, passait le doigt autour du bord. Lorsqu'elle rendait visite à ses enfants vivant en dehors de l'État, elle se levait la nuit pour prendre à la lumière du frigo quelques cuillerées ou un simple esquimau, mais finissait toujours par y retourner. Une belle fille la trouva un jour à 2h du matin, avec le dernier petit pot de glace vanille-chocolat et une cuillère en bois miniature. Reste de la fête d'anniversaire de l'enfant pour laquelle elle était venue spécialement, et lui fit un tel sermon, comme elle le raconta une fois rentrée chez elle, qu'on aurait cru qu'elle avait été surprise en train de se shooter à l'héroïne. C'était le poids qui les inquiétait. Convaincre ses enfants quand ils se consultèrent. Ils craignaient que ce soit son poids qui la prive désormais de ses voyages pour personnes âgées qu'elle avait tant appréciés, ses vacances d'hiver en Floride dont elle se faisait jadis une joie. Maintenant que les petits-enfants étaient trop grands pour avoir besoin d'être gardés, elle aurait dû multiplier ce genre d'activités, pas les limiter.
Ils demandèrent au médecin de lui passer un savon. Au lieu de quoi, il leur rappela à tous que leur mère avait plus de 80 ans, qu'elle était en bonne santé et libre de faire ou de ne pas faire ce qu'elle voulait. Ils prirent l'habitude de passer la voir chez elle, à l'heure du déjeuner ou avant d'aller faire les courses, gardant leurs clés de voiture à la main et l'exhortant à éteindre la télévision, à prévoir quelque chose, à faire quelque chose. Ses petits-enfants désormais en âge de conduire l'invitèrent dans des endroits qu'ils fréquentaient. Lui offrirent des cafés, lattés, mousseux, recouverts de crème chantilly, qui lui restaient sur l'estomac tout le reste de l'après-midi et jusqu'au soir, malgré le bicarbonate et les antiacides, jusqu'à ce qu'elle se résolve à leur dire, quand ils appelaient, « Merci, mon chéri, mais je suis très heureuse chez moi. » Pêche, fraise et vanille, la valeur sûre. Brownie, noix de pécan caramélisée, menthe, pépites de chocolat. 90 ans passés, et malgré tout, encore maintenant, la dernière chose qu'elle ressent à la fin de chaque journée, c'est son envie d'enrouler les jambes autour de lui, autour de quelqu'un. La saveur, le plaisir de remplir une cuillère et de la finir petit à petit avant de prendre une autre cuillerée et puis encore une autre. Une certaine forme de plaisir, pimenté par la dissimulation et la culpabilité quand c'est le pot de quelqu'un d'autre, chez quelqu'un d'autre, au milieu de la nuit, une autre forme quand elle est chez elle et qu'elle emporte son bol en pleine lumière jusqu'au canapé du salon pour le manger devant la télévision. Passion de jeunesse interdite et confortable, amour conjugal, ou du moins quelque chose dans cet ordre, si on veut extrapoler. Si on veut commencer par les coupelles de glace léchées par une fille, à présent devenue cette vieille dame dénuée de toute utilité, fermant les yeux à la première bouchée. Si on veut exprimer par une métaphore ses désirs d'une vie entière, ce qu'elle n'est pas disposée à faire. Le plaisir, c'est le plaisir. Un reste de fraise, les mains d'un jeune homme, un nouveau-né dans les bras, ou le visage changeant d'un enfant qu'on a mis au monde. Des lèvres posées sur la joue familière râpeuse d'un époux. Une langue sur la dernière coulure de caramel dans un pot vide. Le plaisir, c'est le plaisir. Quand on en est friand, on découvre qu'il y en a des quantités pour nous satisfaire, lécher le dos de la cuillère, en prendre une autre, encore une autre. Des quantités. Jamais assez. Vous avez entendu la totalité du texte de Alice McDermott, donc qui est édité en français sous cette forme aux éditions de la Table Ronde, dans une collection qui s'appelle La Non-Pareille, qui est une toute petite collection avec plutôt des autrices et plutôt des autrices étrangères. Et la Non-Pareille, ça veut dire, c'est aussi le nom qu'on donne à la plus petite typographie qui existe. Et c'est une nouvelle qui a été éditée en France et traduite en français en 2020, mais qui est sortie dans le New Yorker en 2000. Voilà, donc elle est pas toute récente. Pour la petite anecdote, donc son titre en français c'est Jamais assez et en anglais c'est Enough. Donc exactement l'inverse. Voilà, donc à un moment on va prendre contact avec la traductrice et on va lui demander des comptes pour savoir pourquoi. Il y a avant le repas et après le repas. Voilà.
Voilà, donc moi j'ai découvert cette autrice Alice McDermott il y a quelques années par ses autres romans. Il se trouve qu'Alice McDermott, c'est une autrice qui a publié beaucoup de nouvelles. C'est un format qu'elle aime beaucoup. Elle publie, elle est très douée sur le format roman. On la connaît en France notamment pas mal pour La 9e heure, qui a eu le prix Féminin étranger il y a quelques années. Et un autre roman qui est sorti il y a 1 an, qui s'appelle Absolution, qui est un très beau roman qui se passe à Saigon. Mais elle écrit très souvent des nouvelles, et c'est un format effectivement qui a l'air de créer une certaine jouissance chez elle, et qui est une jouissance qu'on a partagée quand on a découvert ce texte ensemble. Voilà, donc il y a eu plusieurs démarrages à ce projet. Il y a eu la découverte de ce texte qui arrivait à un moment où moi j'avais envie de continuer dans ma démarche de recherche, de mise en scène, d'écriture aussi, à travailler autour de l'adaptation. Après avoir adapté le roman de Timothée de Fombelle, Neverland, puis Une bête au paradis de Cécile Coulon, j'avais envie de poursuivre encore sur une autre mise en scène, mais sous une autre forme, et j'avais envie de chercher quelque chose qui aille à l'os, et je cherchais du côté des nouvelles. Et il se trouve qu'à ce moment-là, je lisais beaucoup Alice McDermott pour mon plaisir, et j'ai découvert cette nouvelle-là. Et je ne sais pas si ce sont les 3 boules de glace qui ont fait tilt dans ma tête, mais il se trouve que j'avais aussi très envie depuis longtemps de travailler avec Jeanne et Camille. Et je me suis dit, alors que vous l'avez compris en entendant la lecture, il n'y a qu'un seul personnage féminin, enfin en tout cas un personnage principal dans cette nouvelle, mais je me suis dit, moi de façon hyper évidente d'emblée, qu'on devait être toutes les 3 pour raconter ce portrait. La langue d'Alice McDermott m'a beaucoup plu pour pas mal de raisons que je développe dans le dossier, mais sur lesquelles je pourrais revenir tout à l'heure si vous avez envie. Et donc, juste pour finir sur cette histoire du geste de l'adaptation, j'avais envie de continuer à travailler autour aussi du rapport au public, de la question de l'adresse au public, puisque Rebondir, la première adaptation qu'on avait faite, était un spectacle très immersif qui se passait dans une salle de classe, où le rapport au corps du spectateur était déjà pensé, travaillé, et voilà, et au cœur de ce projet. Dans Une bête au paradis, j'avais envie d'un spectacle... je le mets avec des grosses guillemets, assez total, dans le sens où j'avais envie que le spectateur soit aussi happé par des sensations fortes dues au rythme, à l'écriture, au récit du polar, par l'histoire, la tragédie que ça racontait, mais aussi par la lumière, par le climat en fait qu'on cherchait à travailler et à produire avec l'équipe, à la fois à la lumière, au son, et évidemment avec les comédiennes et les comédiens, dont faisait partie Camille. Fait partie. Spectacle, continue à jouer. Voilà. Et donc sur cette 3e forme, cette troisième étape, ce troisième geste, j'avais envie de poursuivre cette question de comment on attrape le public au sens noble, hein, comment on le saisit et comment on fait corps ensemble. Je dis vraiment ensemble parce que j'intègre complètement les comédiennes et les comédiens dans cette démarche-là, de se dire, ben voilà, vivons ensemble un moment d'émotion dans quelque chose de fraternel, en fait. On a une fraternité d'émotions quand on se retrouve face à des œuvres d'art, quand on se retrouve face à un film, quand on se retrouve dans une salle de spectacle ou dans un concert. Au cœur de tout ça, on est percuté physiquement. Et j'avais envie de recréer ça aussi au théâtre, de chercher en tout cas comment c'est possible. Moi, je suis une spectatrice assez gourmande d'exposition. Oui, de gourmandise aussi. Le nom de la compagnie parle à ma place. Voilà. Mais ces temps que je passe à beaucoup me nourrir d'expositions, voilà, de tout ce qui est pictural, sculpture, peinture et photo, beaucoup. Tous ces moments assez solitaires finalement qu'on peut passer face à des œuvres d'art,
mais ces moments aussi d'errance dans les musées, dans les salles. Moi, j'ai un plaisir immense à regarder ce qui se joue entre le corps des gens qui regardent et l'œuvre. Est-ce que je m'approche? Est-ce que je recule? Est-ce que je recule parce que je comprends pas? Est-ce que je recule parce que j'ai envie d'embrasser tout entier des toiles petites ou grandes? Est-ce que je fais le tour de quelque chose? Voilà, cet état actif, en fait, me plaît beaucoup. Et j'ai envie de le reconvoquer dans ce projet. Ça, c'est pour ce qui a trait à notre rapport à l'image et à la façon dont j'ai envie de le traiter au plateau, et aussi le rapport à l'état actif du spectateur. Vous l'avez compris, c'est un texte qui est court. Contrairement aux 2 précédentes adaptations, ça ne sera pas une adaptation. C'est-à-dire qu'on part de ce texte littéraire qui, en plus d'être une nouvelle, vous l'avez entendu, n'est pas du tout dialogué, et qui est à la 3e personne, tout du long. Et ça, c'était un enjeu qui me plaisait beaucoup, un enjeu de travail, de recherche. Comment est-ce qu'on porte au plateau, à 3, un récit? Comment est-ce qu'on l'incarne sans forcément l'incarner? Voilà, on est 3 au plateau parce que j'ai très envie de raconter la complexité de ce personnage, et plutôt que d'en raconter la singularité, plutôt que de raconter ce qui nous rend unique, ce qu'on a tendance à beaucoup lire, voir, je trouve, en ce moment, j'avais envie de faire un portrait complexe, un portrait multiple, qui raconte que cette femme, son plaisir, son rapport aux autres est tierce, au moins, voire multiple de 3, multiple de 9, multiple, etc. Voilà. J'ai envie de semer un brouillard qui sera pour autant très clair et très limpide, mais j'ai envie de créer ce trouble pour qu'on puisse aussi entrer dans cette langue, entrer dans notre propre intimité en écoutant ces mots-là. Et comme le texte est très ramassé et que les mots vont être rares et précis et assez précieux, j'ai eu très envie de laisser une place importante au corps, à nos corps, puisqu'il est beaucoup question de sensualité, de gourmandise, de l'évolution du corps de cette femme, du regard que posent les autres sur son corps. J'avais aussi envie pour ça qu'on soit 3, et qu'on soit 3 femmes différentes, qu'on soit 3 femmes de nos âges aussi. C'était important pour moi d'avoir ces corps-là au plateau et de ne pas raconter l'histoire d'une vie avec une comédienne de 20 ans, une comédienne de 40 ans, une comédienne de 60 ans. Voilà, ça, c'était pas... j'ai pas du tout envie de ça. Et donc, on va travailler... Je travaille, moi, depuis plus d'une dizaine d'années avec Catel Artero, qui dirige la compagnie Le Pôle, avec Léonard Reynis à Lorient. Et elle nous a accompagnés sur les précédentes créations, et j'avais envie de poursuivre cette conversation au plateau avec elle sur la façon dont le corps peut raconter des choses non narratives, mais pour autant très précises, très sensuelles et très ancrées dans le présent. Et je trouve que la force de cette nouvelle, c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'en fait, elle se permet, avec beaucoup d'espièglerie, de sauter les 7 naissances, les 13 grossesses, la guerre, pour passer 2 pages et demie sur 9 à nous raconter la rugosité de la joue de son mari, le toucher et le granulé du bord de la coupelle numéro 26, les morceaux de fraises sucés par son frère, puis sa sœur, puis elle. Voilà. Et j'ai envie qu'on entre avec Catel, ce qu'on a commencé à faire déjà sur un premier labo, dans quelque chose d'une grande acuité du présent, voilà, et de la façon dont on va pouvoir mettre du théâtre dans les corps et du corps dans le théâtre, quoi. Donc il va y avoir beaucoup de moments non-verbaux, au moins autant que de moments de récits dits. Et il va y avoir une part très importante, vous le découvrez dans les dossiers, donnée à l'image. Donc, j'en parlais un peu précédemment par rapport au rapport à l'œuvre d'art, au beau, à ce qui peut nous émouvoir. J'ai découvert le travail d'une artiste espagnole qui s'appelle Ana Catoba, dont vous voyez pas mal de photos là, dans ce dossier qui ressemble un peu à un moodbook du coup. Certaines de ces photographies sont assez proches de l'univers de Wes Anderson ou de
de Hopper aussi, en peinture. C'est une artiste qui propose des choses avec des lignes de fuite, des matières, des couleurs, des choses assez assumées, assez fortes, des contrastes assez tranchés. Ça me plaisait. Ça me plaisait par rapport à l'univers d'Alice McDermott, dans ces nuances qu'elle apporte et qu'elle se permet. Voilà, tantôt du brouillard, du fondu, tantôt une grande acuité et un ray de lumière qui tombe sur un détail très précis. Donc ça m'a beaucoup plu dans le travail d'Anna Katoba. Ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est que ce sont des portraits de femmes. Alors la commande que je vais lui passer n'inclura pas de personnages humains. Voilà, je vais lui demander de nous créer des tableaux dans lesquels il y aura de la lumière, des lignes de fuite, des paysages et aussi beaucoup de végétal. L'aspect végétal de son travail me plaît beaucoup. Il y a évidemment, comme vous pouvez voir sur les photos, comme avec les fumées roses, il y a quelque chose de très onirique aussi qui laisse de la place au symbolique, à l'abstrait, mais en étant en même temps tout de suite percutant, je trouve. Ça nous emmène un peu comme dans les spectacles qu'on peut, comme chez Nathalie Béas ou la compagnie belge Peeping Tom, c'est des choses où on part loin dans du symbolique et dans des images, mais en même temps, on est dans un récit qui peut faire sens avec presque rien. Et moi, c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup au théâtre, de cette espèce de très légère magie avec très peu, mais qui est touchante parce qu'il n'y a que très peu de choses au plateau et que tout fait sens. Une disparition, un objet qui reste, un effleurement d'une matière, une toute petite lumière qui s'allume. Voilà. On va chercher ce détail-là et cette délicatesse-là au plateau. Et donc ces images qu'Anna Katoba va préparer pour nous, il va y en avoir 5 ou 6. Et ça va être comme des tableaux. Pour moi, je pense vraiment ce projet, on est presque à la frontière d'une, je le dis avec grande précaution, mais d'une installation plastique. C'est-à-dire que j'ai envie que pendant un peu plus d'1 heure, les spectatrices et les spectateurs puissent s'installer et donner de la place en fait à leurs émotions, à leurs ressentis sensibles et au fait de le partager avec nous. J'ai envie d'essayer de créer cette jouissance-là, de se dire alors là, cette image, elle me parle, pourquoi, j'en sais rien. Cette fumée, elle me parle tout d'un coup, cette fumée rose par exemple. Cette plante qui n'en finit pas de grossir et derrière laquelle cette femme ou ces femmes peuvent disparaître quelques instants pour écouter le tumulte à l'intérieur et puis réapparaître et se remettre dans le bruissement de la vie avec cet enfant. On va créer, en fait, ça va être, alors on peut appeler ça va être du travail de vidéo, mais ça va être une vidéo qui va avancer très lentement. Les images, elles vont être projetées et ensuite on va les retravailler pour les assembler. Les 5 ou 6 tableaux vont venir, on va les monter pour que ça puisse faire comme un film très lent, un petit peu à la façon de quand on est en voiture et qu'on a le paysage qui avance comme ça très lentement. Peut-être on s'accroche à un détail, on regarde et puis à un moment on se dit mais j'avais pas vu que ça a complètement changé finalement. J'aimerais bien qu'il y ait un trouble. En fait, Anna Katoba, quand elle travaille sur son site internet, quand on voit ses photos, elle bouge très légèrement. Et cet effet de trouble qui nous laisse un petit peu en doute, à se dire tiens mais ça a bougé, ça n'a pas bougé. Cette espèce de chose un peu instable me plaît, de créer ce petit questionnement qui nous tient vivants, en fait, et puis réveillés, quoi. Et donc, les images comme ça, je voudrais qu'elles avancent très lentement et qu'on puisse, nous, tour à tour, disparaître dedans, se fondre, réapparaître, jouer aussi avec cet espace qui va se dessiner. Il y aura très peu de choses au plateau. Sur toutes ces questions-là, on va avancer. J'ai eu envie de proposer, on va travailler avec Léa Gézéquel sur la scénographie. Et j'ai eu envie, avant toute chose, avant de commencer à réfléchir à ce qu'on pourrait inventer ensemble, avec Thibaut Gelmich, avec qui on retravaille suite à Une bête au paradis, avec qui on collabore tous les deux en mode tête pensante sur ce projet
à la fois sur la lumière évidemment, mais sur une façon de regarder le spectacle plus globale. On va faire 2 temps de... je sais pas comment on appelle ça, des workshops, autour de ce que c'est que la scénographie. Voilà, qu'est-ce que c'est la scénographie? Pas pour ce projet-là tout de suite, mais on va y venir après, évidemment. Mais d'abord, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça pourrait apporter? Qu'est-ce que ça a comme sens dans l'histoire de l'art contemporain? Qu'est-ce qui se passe au plateau quand il y a telle ou telle scénographie? Comment les comédiens jouent avec ça? À quel moment ça arrive? J'ai pas envie que les choses soient trop cloisonnées dans nos équipes. J'ai vraiment envie qu'on se mette ensemble à réfléchir, et j'ai envie que Léa puisse très tôt nous parler d'abord à nous deux et puis ensuite ensemble de la façon dont elle va travailler avec nous, et la façon dont... Moi, l'image, c'est quelque chose que je pense très souvent toute seule habituellement, et là j'ai vraiment besoin et j'ai faim de ça, quoi. J'ai vraiment envie qu'elle me transmette son expérience aussi, son savoir-faire, pour pouvoir partir de ça pour inventer cet espace assez vide. Voilà. Et puis on va mener le même travail de workshop avec Myriam Rowe qui est là, autour du costume. Voilà, on va réfléchir. En fait, la scénographie et le costume, depuis quelques créations, c'est des choses que je prends en charge moi avec l'équipe. J'aime bien jusque-là. J'ai toujours très peur des choses fabriquées qui arrivent au dernier moment au plateau, et je crois que après c'est des histoires de développement de compagnie, d'économie aussi. Enfin, là on arrive à une étape un peu plus avancée de la compagnie, du projet. C'est le 3e projet d'adaptation. On va être certes au plateau, mais sur une forme un peu plus petite qu'une bête au paradis, et donc une forme plus petite, mais avec une équipe qui va graviter autour du projet un peu plus conséquente. Et donc, j'ai eu envie de proposer la même démarche de processus de début de travail à Myriam, pour qu'on réfléchisse ensemble à ce que ça veut dire avoir un costume. Vous l'avez compris, l'histoire du corps est hyper importante dans ce récit. Et évidemment, la façon dont ça va dialoguer avec l'image, avec la lumière, et avec nos 3 corps aussi. Voilà, j'avais envie de tricoter ça et de prendre le temps. Et j'ai aussi envie de pouvoir m'appuyer sur une galaxie de personnes qui seront au plus près du projet dès le début, et avec qui on va pouvoir dialoguer, faire des échanges réguliers et sereins, et en ayant tous et toutes bien compris vers quoi on va avancer, tout en ne travaillant pas tous dans la même lorgnette ou dans le même couloir. Pas de convergence d'idées, on a. Non. On va essayer de s'enrichir. Il va y avoir donc Catel Artero qui va nous rejoindre aussi régulièrement dans l'équipe. Et il va y avoir aussi un regard extérieur, Clotilde Dagneau, qui est une camarade de longue date, qui va venir de façon ponctuelle, 3 fois 5 jours sur la création à peu près, pour faire un regard extérieur sur le jeu, la dramaturgie, la forme en général, puisque vous l'avez compris, c'est une forme un peu particulière, on ne va pas être que dans la narration, en tout cas pas la narration uniquement par le texte. Et Clotilde, elle va me permettre aussi, parce que c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et avec qui je travaille en confiance, de pouvoir faire des allers-retours entre le plateau et la régie. Voilà. On va faire aussi ces échanges-là avec Catel, mais Catel, elle sera plutôt sur le pendant corps. On va travailler aussi, vous dire un tout petit mot là-dessus sur le processus de travail. On va alterner en fait successivement des temps de studio et des temps de plateau. Où nous, on travaille en studio toutes les 3 avec Catel, avec Clotilde, avec autour du texte, comme on va le faire là ce week-end par exemple, pendant 3 jours. Et puis, de temps en temps, toute cette équipe va se réunir et venir faire des propositions, puis après chacune repart travailler dans son petit coin.
Et on va alterner comme ça. Moi, j'aime bien avancer comme ça, de cette façon-là, sur du macro, micro, pour ne pas attendre le dernier moment, parce que je trouve ça hyper insécurisant. Et puis aussi parce que ça nous force à synthétiser et à toujours se redemander c'est quoi l'os. Voilà. Donc quand on se retrouve en studio, c'est l'os. Et puis ensuite, on fait comme un pop-up, on regonfle, on met de la matière, on se fait du bien, ça respire, et ensuite on revient. Voilà, j'aime bien travailler comme ça. Je vous montre ça aussi. Ça, vous connaissez ? Absolument. Mrs. Dalloway ? Les heures de Michael Cunningham. Bon, ça, c'est un peu des lectures parallèles qui viennent évidemment faire des échos très forts, à la fois dans la façon d'écrire de Alice McDermott, pour ça notamment, une espèce de flux sans fin, de phrases hyper longues mais très précises, plein de digressions, plein d'humour, plein de flashbacks, voilà. Et Michael Cunningham, quelqu'un qui... Vous avez sans doute vu le film si vous n'avez pas lu le livre, mais... The Hours. Comment ? The Hours. Ah oui. The Hours, voilà. Et donc avec ces 3 femmes, ça vient évidemment faire un écho assez fort à ce qu'on commence à réfléchir autour du projet. Voilà. Et puis ce 3e livre qui est venu à peu près au même moment. Ça, c'est pas possible de l'adapter parce que c'est un essai. C'est pour ça que j'ai choisi lui. Qui a un titre absolument super, Un désir démesuré d'amitié. Et c'est un livre qui raconte... En fait, Hélène Gianecchini, elle est chercheuse et elle s'est rendue compte qu'on parlait très peu et trop peu des récits d'amitié et de ce qui nous lie, ce qui nous fait faire corps ensemble dans la vie, en dehors de nos familles et de notre réseau habituel, et de cette force souterraine qui est hyper importante et essentielle dans nos vies. Et je crois que c'est aussi un constat qu'on a fait quand on s'est rencontrés vraiment autour de ça. On s'est dit, mais oui, c'est vraiment à l'âge qu'on a, on se dit, mais c'est essentiel de lire ça, mais c'est essentiel d'en parler et de le revendiquer, de le défendre, de dire l'amitié, le soutien, les petites choses et les petites vies font un fleuve hyper fort d'énergie, d'amour, de soutien. Et c'est aussi pour ça qu'on va être 3 au plateau pour présenter ce texte et le transmettre, parce que je trouve que c'est vachement important de ne pas cultiver la singularité, mais de parler plutôt de ce qui nous relie et ce qui fait qu'on est solidaire ou qu'on se ressemble, ce qui nous rassemble en fait. Et ça, parce que c'est pas... Enfin, on ne l'entend pas directement dans le texte. Ouais. Du coup, comment tu envisages le... Je pense que ça va être un petit peu notre gasoil, en fait. Okay. Voilà. Ça ne va pas apparaître, il ne va pas y avoir d'extrait, mais en revanche, c'est quelque chose qu'on va se dire, se redire, et je pense qu'on va... Dans le travail. En fait, voilà, dans les images qu'on verra au plateau, on ne va pas vraiment voir ce qui se raconte. Non. Puisque nous, on va le dire. C'est créer ce lien entre nous. Déjà, il va exister entre nous, on va le cultiver, notamment dans le travail qu'on va faire avec Catel. Physiquement, c'est vrai. Et puis, je pense que ce qu'elle raconte dans les histoires qui sont là-dedans, parce que c'est beaucoup d'histoires, beaucoup d'anecdotes, je pense que c'est peut-être plus ça qu'on va raconter de façon non verbale. Des situations, des moments où les corps se rencontrent, symboliquement ou pas. Voilà, il y aura peut-être des choses assez narratives aussi. J'ai envie d'un spectacle qui soit vraiment accessible aussi dans les courts récits qui vont arriver. Je pense que quand on parle de mouvement, on va être proche des compagnies qu'on a pu voir, des compagnies anglaises par exemple, où il y a beaucoup d'absurde mais aussi d'humour, parce que c'est un texte qui je pense, peut être vraiment drôle. J'ai envie de situations dans le corps et dans le récit du corps assez claires, assez narratives pour le coup. Voilà, on va osciller entre des images assez oniriques et symboliques et des situations... Oui, puis il y a quand même tout ce rapport à la joie et au plaisir qui sont hyper forts dans ce texte-là. Et en fait, c'est beaucoup plus large que ça. C'est ça qui plaît quand on lit ça, c'est que
voilà, c'est sur des petits détails, mais en fait, ça ouvre ce rapport où, ah ouais, en fait, la vie, c'est plus simple que ça. En fait, on a envie de dire, mais oui, c'est pas très compliqué, c'est juste d'être à ces endroits-là et de prendre plaisir. Et ça, c'est un endroit au plateau qui est assez passionnant, je pense, à trouver. Parce que je pense que déjà, dans nos métiers, on a ça, qui est Bien hyper sûr, fort. ouais. Et voilà, comment on le transmet, en fait, comment on va l'élargir traduire. et comment on travaille sur cet endroit du plaisir, en fait, qui est, enfin, justement à nos âges et à nos endroits de nos carrières, enfin, et moi qui n'a jamais été aussi fort, en fait. Non, mais c'est aussi ça Non, que mais tout ça, pareil, ouais. dans la proposition de Paul, que ça défend, qui rassemble, c'est ce rapport-là, en fait. Et puis c'est un plaisir qui ne bouscule pas, qui n'enlève pas la liberté de l'autre. Non, Bien sûr. Dans le récit en tout cas, puisqu'elle se retire, elle va manger ses glaces. Ouais. Elle est juste à la limite Oui, Ouais. d'embêter ses belles-filles, mais elle cultive et puis elle en a rien à faire. Ouais, il y a quelque chose Cette de liberté, débarrassé de toute de toute morale injonction ou... morale, ouais. Et il y a quelque chose d'espiègle aussi, non? Bien Parce sûr. que Nathalie Béas, et chez Nathalie Béas, on a l'impression qu'ils sont dans une malle, dans un grenier, Ouais, et exactement. qu'ils vont jouer avec. Très en fait. joueur. exactement. Et c'est ça qui nous... Et moi, et là, du coup, je comprends, Ouais. j'entends ça, que Ouais. tu vas créer cet endroit-là Ouais, de jeu entre vous, Ouais. en fait, Bien que sûr. ce soit du jeu au sens Ouais. complètement. premier du terme. Ouais. Ouais, puis dans son écriture, Alice McDermott, c'est vraiment un hommage à l'intempérance. Quand on cherche la définition de l'intempérance, c'est hyper négatif en fait. Bah, c'est l'inverse de la tempérance. Quelqu'un de tempéré, voilà, qui arrive à maîtriser ses émotions. Je vois bien. Oui, non mais voilà. Bah, tout le monde le sait. Et tout ben le monde le sait. l'intempérance, quand tu lis, j'ai épluché plusieurs dictionnaires, et ben c'est toujours vu de façon hyper négative, genre ne maîtrise pas ses émotions, déborde, envahit. Eh bien oui. Et Alice McDermott par sa liberté narrative aussi. Le fait qu'elle s'arrête à des endroits hyper inattendus, et puis après elle dit bah ouais, elle bouffe plein de glace, elle grossit, et en plus le médecin trouve ça super. Voilà, et elle passe du temps à se frotter à son mari qui est en train de mourir et qui est à moitié conscient, et ben ouais. Et en fait je trouve que c'est aussi très libérateur. Et j'espère que ça le sera pour les spectatrices et les spectateurs, de défendre aussi un texte comme ça, où il y a de la liberté, où il y a de la joie. Je crois qu'on peut avoir un petit peu besoin de ça, et en tout cas nous, ça nous fait très plaisir. Ouais, de défendre ça aussi. Et puis du coup, nous, c'est un peu un pari, parce que là, on va travailler dessus, mais comment on fait entendre ce texte-là? Je pense que là, pour la lecture, c'était important, parce que entendre nos voix, mais nous, on sent que ça peut pas être ça. Ah, c'était une de mes questions, ouais, comment... Ben non, ça va être un énorme boulot, en fait, de se dire comment on le fait entendre, comment on est dans la nuance, comment on est dans cette langue, des fois, qui est très... Voilà, sinueuse. Ouais. Et en fait, là, c'est à la lecture, bah oui, on nous entend, mais on sait bien que ça va pas marcher comme ça. Ben ouais, on est un peu dans les starting blocks, et se dire, j'ai très Tiens, envie de te comment on couper va- la parole, là. Ouais. J'ai envie de... Mais tu parles du son, effectivement, c'est aussi un chœur d'un trio choral. Mais la gourmandise des mots aussi est très importante. Enfin, moi, ce qui me touche aussi, c'est de le faire entendre, que les mots, la mise en bouche de tous ces mots-là est délicieuse. Comment les faire partager, et avec 3 voix et 3 corps, dans 3 corps différents. Ça aussi. Comment on l'entend. Et nos différences forment aussi un chœur. Voilà. Ouais. On est différentes et en même temps une seule voix, une Parmi seule les parole. étapes de travail, on se dit qu'on va peut-être travailler aussi avec une chef de chœur pour pas travailler le chant, mais travailler l'unisson, le décalage, les dissonances, comment on s'accorde ensemble et comment on fait corps ensemble par moment. Ouais. Moi, pour l'instant, j'ai pas du tout envie de trancher sur se dire, tiens, est-ce que vous allez être tour à tour cette femme qui n'a pas de prénom, est-ce que vous allez être toutes les 3 tout le temps, est-ce que vous allez nous l'adresser ou pas du tout, est-ce qu'il y aura un 4e mur? Ça, par exemple, c'est des questions que je me pose, mais auxquelles je ne veux pas répondre pour l'instant. Parce que j'ai très envie, je suis hyper curieuse de voir ce qu'on va réussir à faire avec ce texte qui est très court, et en même temps qui est vraiment multiple et plein de... Mais tu sais, j'espère que tu feras entendre tout le texte, parce que moi, la question que je me pose, c'est quand même que c'est assez plein ce que tu racontes en termes de matière autre. Ouais.
Et c'est comment est-ce que ça peut s'insérer, sans que ça soit illustré. Trop et trop, redit, oui. Faut qu'il y ait des manques aussi pour que Bien ça... sûr. pour nous, pour qu'on puisse... Ouais, avoir de la place. Voilà, avoir de la place. Mais Exactement. tu sais déjà que tu feras tout le texte, qu'on entendra tout le texte. Oui. Qui fait à peu près 20 minutes, là, quand il est lu comme ça. Il est court et en même temps il est plein, et comme il y a un univers plein. Voilà, et pour l'avoir essayé déjà un petit peu, je pense qu'il ne faudra pas qu'on le fragmente trop non plus. Oui. Voilà. Donc en fait, peut-être qu'il y aura 3 moments de texte, j'en sais rien. Et du coup, peut-être 5. Peut-être qu'il y aura quelques répétitions, ça c'est quelque chose que je pense qu'on se permettra. Pour reprendre la voix, reprendre une tonalité qui est restée dans la scène précédente. Comment on va glisser comme ça. Mais j'ai envie de silence, ouais. J'ai envie de ces moments solitaires aussi face... j'imagine assez bien qu'on soit pas... On sera tout le temps au plateau, je pense, mais qu'on ne soit pas tout le temps active au plateau. Je pense qu'il va y avoir des longs moments de personnages seuls, en fait, qui à un moment... vont être rejoints par les 2 autres, mais parce qu'elle est riche, cette femme, en fait. Parce qu'à toute seule, peut-être qu'on ne se suffit pas. Et l'idée, c'est que le texte soit porté en direct, ou plutôt entendu sonore. On y a pensé. On y a pensé. Non, mais parce qu'il y a quelque chose de presque de la voix intérieure, même si c'est pas jeu, il y a un truc de la voix intérieure. Et de cinématographique. C'est une écriture hyper imagée. Ouais, ça nous a traversé aussi en le testant. Est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'on va le dire? Est-ce qu'on va le lire? Est-ce que tout ça, c'était des questions qu'on se pose. On va tester tout ça. Est-ce qu'on le dit ensemble? Est-ce que c'est une voix unique? Est-ce que c'est 3 voix Tout ça, c'est à tester, à jouer. C'est un terrain de jeu. Voilà. Là. On a un début de réponse quand même, pour l'avoir essayé pas mal. On se dit quand même que on va le garder encore en test, mais je pense que c'est très important qu'il passe par nos corps en direct. Avec cette histoire du travail qu'on va mener avec Catel notamment. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'on soit là, mais peut-être même en train de se couper la parole, en train de se tromper. Je pense que c'est, comme dans Mrs. Dalloway, c'est une pensée qui est en train de se faire devant les spectateurs.